Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de cette nouvelle série Le Machine Learning en application. Dans cette série, on va parler d'exemples, de cas concrets de comment le Machine Learning peut vraiment révolutionner des industries, comment il peut aider des entreprises et comment le Machine Learning est vraiment de plus en plus présent dans nos vies. Alors pour ce premier épisode, j'ai décidé de parler de Google Maps. En fait, je suis tombé récemment sur un article qui parlait de comment Google a pu améliorer les prédictions de ses algorithmes pour la navigation sur Google Maps. La précision a pu être améliorée jusqu'à 50%, donc l'outil va devenir encore plus puissant, encore plus utile. Et ce qu'on peut se demander, c'est comment ils ont pu améliorer ces prédictions. Et en fait, ce qu'ils disent, c'est qu'ils ont utilisé des techniques avancées de machine learning. Donc ça tombe bien, c'est le sujet de cette chaîne YouTube. Et du coup, c'est pour ça qu'on va vraiment parler de comment ils ont utilisé ce domaine qui est vraiment fascinant dans leur entreprise et pour des cas concrets. Alors, j'en dis pas plus, on rentre tout de suite dans la vidéo qui s'intitule « Focus sur comment Google Maps utilise le machine learning pour nous guider ». Alors tout a commencé en 2004 quand Google a décidé de racheter une startup australienne, Where2 Technologies, qui est donc une startup qui avait pour but justement de travailler dans la cartographie et les itinéraires qu'ils pouvaient offrir à leurs utilisateurs. Donc justement en 2004, Google rachète cette startup et en 2005, quelques mois plus tard, le service Google Maps est né. Donc il s'est lancé d'abord aux États-Unis, puis quelques mois plus tard, il s'est vraiment ouvert au monde entier, en tout cas surtout à l'Europe. Il est arrivé en France en tout cas en 2006, donc vraiment un an après son lancement. Le service Google Maps m'a rapidement pris de l'ampleur en fait, grâce aux fonctionnalités qui étaient ajoutées à ce service, grâce à la puissance de Google et vraiment à leur savoir-faire. Ce service a pu développer des fonctionnalités toujours de plus en plus utiles. Alors par exemple, parmi les fonctionnalités, on trouve le fait de pouvoir vraiment découvrir virtuellement le monde d'une simple recherche internet. Ça, je pense que c'est vraiment la fonctionnalité qui a vraiment donné de la popularité à Google Maps. On a Street View pour voir vraiment en vue 3D en fait finalement les paysages. On a aussi des vues aériennes du monde entier. Grâce à Google Maps aussi, on peut avoir plein d'informations sur les lieux, les centres d'intérêt, donc les horaires, les affluences, en temps réel parfois, les avis, mais aussi comment justement aller à ces lieux. Et ça nous permet aussi, Google Maps, de connaître notre localisation. Si par mégarde vous êtes perdu, une simple recherche Google Maps et vous êtes automatiquement localisé. Et parmi ces fonctionnalités, il y a une fonctionnalité du coup très importante et c'est celle pour laquelle en fait vraiment on utilise Google Maps le plus souvent de nos jours. C'est tout simplement pour se guider, pour avoir des itinéraires pour aller d'un point A à un point B. Et donc c'est sur cette fonctionnalité qu'a travaillé l'entreprise DeepMind. Donc DeepMind, c'est une entreprise qui a été rachetée par Alphabet, la maison mère de Google. Et donc cette entreprise est vraiment spécialisée dans tout ce qui est machine learning, intelligence artificielle. Et en fait, ils ont travaillé, Google et DeepMind, sur plein de projets en fait. Et le dernier projet en date, il date d'il y a quelques semaines, et c'est justement ce projet pour améliorer les itinéraires que Google Maps offre à ses utilisateurs. Alors justement, cette fonctionnalité des itinéraires, comment ça marche concrètement? Donc admettons que vous voulez vous rendre quelque part à une certaine destination, comment vous utilisez le service Google Maps? Et bien tout simplement, vous entrez votre destination, souvent le point de départ en fait, ça va être votre localisation actuelle. Vous entrez votre destination, vous appuyez sur un bouton et l'itinéraire le plus optimal est justement proposé et ensuite vous pouvez le sélectionner ou non. Donc là, prenons un cas concret pour justement montrer à quel point les itinéraires ne sont pas des problèmes aussi simples qu'on peut le penser. Donc admettons qu'on part pour un trajet de 3 heures, on doit rejoindre des amis qui sont à 3 heures de route et on part à 15h30. Donc ce qu'on pourrait penser, c'est tiens, pour trouver l'itinéraire optimal, je regarde la situation actuelle, je me dis tiens là le trajet, le meilleur trajet c'est par ces routes-là, et voilà. Donc je te propose ces trajets-là. Sauf que le truc c'est que plus vous avancez dans
dans le trajet, plus vous vous approchez de la fameuse heure de pointe, et donc le trafic va considérablement évoluer. Le trafic ne va pas du tout être le même entre 15h30 et par exemple 17h30, donc 2 heures plus tard dans votre trajet. Et donc ce qu'on se rend bien compte, c'est que le trafic, il évolue très vite en fait, et du coup le trafic n'est pas du tout le même entre l'heure de départ et pendant le trajet. C'est-à-dire que 20 minutes pendant le trajet, il va être complètement différent de 40 minutes pendant le trajet et 1 heure plus tard dans le trajet. Donc il y a cette nécessité finalement de prendre en compte le trafic actuel, mais surtout le trafic à venir pour offrir des itinéraires qui sont précis et adaptés justement à l'utilisateur. Donc si on rentre un peu plus dans le sujet, il faut se dire qu'en fait Google Maps, comment ça fonctionne? En fait sur chaque route, ils ont dénommé les routes par des segments, et en fait justement sur chaque segment, ils vont les grouper en plusieurs groupes de routes, et donc ce qu'ils appellent des super segments. Et donc pour chaque super segment, il y a plein d'infos qui vont être prises en compte. On va voir par exemple le fait qu'il y a des bouchons ou non, est-ce qu'il y a un accident, est-ce qu'il y a des travaux, c'est quoi l'état de la chaussée, est-ce qu'il y a une vitesse limite, quelle est la vitesse limite, c'est quoi l'historique du trafic. Justement, est-ce que l'heure de pointe c'est souvent pour cette route-là, pour ce bloc-là, pardon, est-ce que c'est entre 16h30 et 17h ou plutôt 17h30 et 18h? Et donc en fait ces données, d'où elles proviennent soit des autorités qui du coup par exemple peuvent renseigner Google Maps en disant ah bah tiens cette route là sera fermée du temps au temps, mais aussi les données proviennent et majoritairement quand même des utilisateurs justement des GPS de leur téléphone portable. Donc ça permet d'alimenter la machine en données et de savoir vraiment les conditions actuelles, les conditions du trafic par exemple sur certaines routes. Sauf que le truc, c'est que pour prédire justement le futur trafic d'un groupe de routes, d'un super segment justement, on peut se dire, bah tiens, en fait, si je vois qu'en général, il a toujours des bouchons entre 16h30 et 17h, je sais qu'il y aura des bouchons du coup demain de 16h30 à 17h. Sauf que le problème, c'est que du coup, les horaires, c'est pas à chaque fois les mêmes horaires. Parfois, peut-être que le vendredi, c'est 20 minutes plus tôt, ou peut-être que le vendredi ça dure, je sais pas, ça dure plus longtemps, le durer en général une demi-heure, ça dure 1h30, ce laps de temps où il y a du trafic. Et donc c'est très difficile justement de pouvoir utiliser les rythmes passés pour prédire le trafic futur en fait, entre guillemets. Ensuite, on peut se dire que si jamais un groupe de routes à côté a d'un coup un accident, peut-être qu'en fait la situation va évoluer vraiment différemment dans un groupe de routes qui est à côté, par rapport à sa situation habituelle. C'est-à-dire que peut-être que le trafic d'un coup va considérablement changer par rapport au trafic qu'il y avait d'habitude tous les jours en conditions normales, on va dire. Donc c'est pour ça que c'est très difficile justement de prédire le trafic futur en se basant simplement sur l'historique d'une route. Alors du coup, une option en machine learning qu'ils pouvaient utiliser, ça aurait été par exemple d'entraîner des modèles pour chaque super segment et se dire, bah tiens, j'ai toutes les données sur ce super segment, du coup quel va être le trafic futur, simplement en se basant sur cette historique. On utilise un modèle qui fait des prédictions. Sauf que le truc, c'est que du coup, si on veut faire des prédictions pour le monde entier, on va avoir des millions et des millions de modèles qui vont être entraînés sur chaque super segment. En temps réel, il faut qu'ils soient entraînés, fassent des prédictions, et c'est vraiment impossible en fait, ça demande vraiment une infrastructure considérable. Et donc finalement, c'est là qu'est intervenu DeepMind pour proposer une alternative en machine learning justement pour parer à ce problème. Alors justement, les ingénieurs de DeepMind ont utilisé une architecture de machine learning, ou plutôt de deep learning, qui s'appelle le Graph Neural Network. Donc c'est un modèle qui se base essentiellement sur des graphes et qui permet de prédire l'évolution de graphes. Alors si tout ceci n'est pas clair pour vous, pas de souci, je vais parler de tout ça dans cette section-là. Alors un graphe, qu'est-ce que c'est? Un graphe, c'est un objet en fait qui modélise finalement des relations entre des entités qu'on va appeler des nœuds. Et ces relations, donc comment les nœuds sont reliés entre eux? Ils sont reliés en fait avec ce qu'on appelle des vertices. Alors un exemple très concret de ça, c'est par exemple les réseaux sociaux. Si on prend Facebook, on peut se dire que chaque personne, chaque utilisateur est un nœud qui est connecté potentiellement à d'autres utilisateurs, finalement via des relations, des liens amis, on va dire.
d'amitié virtuels, on pourrait dire, mais en tout cas des liens d'amis. Et en fait, chaque nœud va avoir ses propres caractéristiques, par exemple son nom, sa photo de profil, le nombre de likes qu'il met en moyenne, qu'il a en moyenne, le nombre de posts, etc. Avec quelle page il interagit. Et on va avoir des caractéristiques sur chaque relation. Donc par exemple, est-ce que la relation entre deux personnes elle est forte? Combien de messages ils s'envoient en général par semaine en moyenne? Est-ce qu'ils interagissent ou non, etc. Donc voilà comment on modélise un graphe et à quel point ça peut représenter des choses vraiment dans la vie réelle. Donc dans l'exemple de Google Maps, justement, on peut se dire que chaque nœud, ça va être un super segment, donc un groupe de routes, en fait, qui va avoir plusieurs caractéristiques. Donc on a par exemple la limitation de vitesse, on va avoir la présence de travaux ou non, la présence d'accidents ou non, on va avoir aussi l'état de la route, la vitesse moyenne actuelle. Et ensuite, chaque groupe de routes, donc chaque super segment va être connecté à d'autres super segments. Et donc ces relations-là, ici, elles peuvent avoir comme caractéristique, est-ce que la relation, elle est bidirectionnelle ou juste elle a une direction, par exemple si c'est un sens interdit ou non. Peut-être que des fois, on ne peut pas aller d'un groupe de segments à un autre. Donc voilà un peu comment on peut modéliser ça. Et en fait, l'avantage finalement donc, de cet objet qui est le graphe, c'est tout ce qui est la relation entre les nœuds. Donc cette possibilité de vraiment modéliser une dynamique, ici la dynamique du trafic routier, et surtout comment le trafic se propage d'un nœud à l'autre, comment il évolue au sein d'un graphique en fait. Donc c'est pour ça que les graphes sont très utilisés pour tout ce qui est donc, cartographie. Et en fait, ils gardent cette notion finalement de proximité, en fait, de relation vraiment entre les blocs, entre les nœuds. Admettons par exemple, on se sur l'autoroute, que du coup il y a un accident. Ce que vont faire la plupart des personnes, c'est qu'elles vont aller se mettre sur les routes parallèles, par exemple les nationales. Et donc, dans un graphe, on va avoir finalement ce super segment autoroute qui va être connecté au super segment route nationale. Et donc, on pourrait voir le trafic se propager du nœud autoroute au nœud route nationale qui est juste à côté. Donc, on a vraiment cette dynamique-là et en fait, le Graph Neural Network va être capable d'apprendre à partir de ce réseau, à partir de l'évolution du trafic à l'intérieur de ce réseau, il va être capable finalement de prédire le trafic futur. En fait, tout simplement, il n'a qu'à observer l'évolution de cette variable vitesse moyenne actuelle d'un nœud en particulier. Et donc, il va être capable, en observant les vitesses moyennes de chaque nœud, de dire, tiens, ce nœud, il commence à avoir un trafic élevé, la vitesse moyenne diminue, donc du coup, les nœuds autour, lui, il va diminuer, mais pas forcément lui, parce que c'est pas trop lié, etc. Donc, il va vraiment être capable d'apprendre toutes ces dynamiques, et ça, c'est ça qui fait vraiment la force, justement, de ce modèle-là. Donc, l'avantage de cette approche que DeepMind, ils ont fait, c'est que on n'a qu'un modèle en fait finalement, on a un modèle pour tout le réseau routier. Alors par exemple tout le réseau routier de France, il y a quand même des modèles par pays, mais en tout cas il y a beaucoup moins de modèles que si on faisait un modèle par super segment. Et donc ce qu'on peut se dire, c'est que les prédictions sont bien plus rapides, bien plus précises, en fait elles prennent vraiment en compte l'évolution du trafic au sein du graphe, comment les choses finalement bougent les unes par rapport aux autres. Donc c'est vraiment en adéquation avec la vie réelle finalement. Donc pour ceux qui veulent en savoir plus, pas de souci, les liens seront dans la description. Alors cet exemple très concret de Google Maps et le machine learning nous apprend plein de choses justement sur cette discipline qui est vraiment passionnante en fait. Ça montre que on peut toujours s'améliorer en machine learning en fait. Dans la plupart des situations, si on utilise des autres approches, des approches différentes que par rapport à ce qui a été fait, on arrive à améliorer les scores. En fait, le machine learning, c'est vraiment un processus qui est itératif. On n'a jamais atteint la performance maximum, mais on peut toujours faire mieux. Et donc, ça montre qu'on est en constante amélioration. On recherche toujours comment améliorer notre modèle. Et c'est ça qui fait que c'est vraiment un domaine passionnant. En utilisant d'autres données, d'autres modèles ou en faisant d'autres manipulations, on peut avoir des modèles qui sont toujours plus puissants. Ensuite, ça montre cet exemple que de plus en plus de données sont collectées. Là, on voit que le nombre de données qui est collecté en fait par super segment, mais aussi pour tout en fait le graphe, on voit qu'il y en a de plus en plus
Les données sont de plus en plus variées, donc il va y avoir vraiment besoin de personnes qui savent analyser ces données de manière différente, être capable d'être confronté à des données très variées les unes des autres et de savoir comment justement les rassembler en des modèles vraiment simples mais surtout puissants. Et aussi cet exemple nous montre que le machine learning a vraiment de beaux jours devant lui. On voit que là on a utilisé le machine learning dans un cas de cartographie, mais on a vraiment, voilà, le machine learning est présent dans plein de domaines différents. En fait, tout va dépendre finalement de ce que vous aimez. Et je suis sûr que dans tous les cas, il y a une application machine learning qu'on peut faire justement pour améliorer radicalement les choses et pour toujours en fait fournir de la valeur à ceux qui utilisent. Donc surtout, n'hésitez pas à vous lancer, c'est un domaine qui est en pleine expansion. Donc voilà, je vous invite vraiment à vous lancer si ce n'est pas déjà fait. Et si vous êtes déjà lancé, continuez sur cette voie parce que vraiment le machine learning, il est fait pour rester. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si vous l'avez appréciée, merci de mettre un like et de vous abonner à la chaîne justement pour voir d'autres vidéos comme celle-ci. Si vous avez des exemples bien précis par exemple d'entreprises que vous souhaiteriez voir couvertes dans cette série, n'hésitez pas à mettre un commentaire, du coup comme ça je pourrais m'adapter en fonction de vos souhaits. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous invite à rejoindre mes emails privés, c'est gratuit. Dans ces emails, justement, je fais un décryptage un peu comme celui-ci de l'actualité, des dernières tendances en data science. Je vous donne aussi des conseils, des astuces en machine learning, justement pour vous lancer, ou si vous vous êtes déjà lancé, pour améliorer vos processus, votre façon de fonctionner. Donc c'est 2 emails par semaine, le lundi et le vendredi à 9 h. Donc ce sont des emails privés. Et en tout cas, moi je vous dis à très bientôt dans le prochain mail.